Mes subordonnés me regardaient attentivement alors que je lisais des rapports et des dataslates. Ils étaient pleins d'espoir. Moi aussi, pour être honnête, mais plus je lisais, plus mon espoir s'éteignait. J'ai arrêté ma lecture, observant attentivement mes compatriotes. Leurs visages affichaient dans des expressions de convivialité, d'espoir et de piété. Ils cherchaient en moi un leader, des réponses, n'importe quoi. Je n'avais rien à leur offrir. Leurs expressions ont changé pour refléter l'humeur ambiante alors que je posais simplement ma tête dans mes mains. Le général Tombak, habituellement le plus stoïque et silencieux d'entre eux, a rompu sa vigile honorable en posant sa tête sur le bureau, en sanglotant. L'amiral Olnar a sorti une bouteille de Wodrot et a commencé à boire. Le secrétaire du Trésor s'est servi un verre avant que le maître de l'agriculture ne le lui vole et ne le vide d'un trait, avant que quiconque ne puisse protester. La scène qui se déroulait devant moi n'était guère plus qu'une version à petite échelle de ce qui allait inévitablement se produire dans tout le pays. Alors que la pièce sombrait dans les pleurs et la folie, j'ai relu les rapports une fois de plus. Les rendements des récoltes représentaient à peine 30% de ce qu'ils avaient produit la saison dernière. Nous avons suffisamment de stock si nous rationnons soigneusement pour tenir jusqu'à l'année prochaine. Ensuite, ce sera fini. Au rythme où le sol s'épuise, la prochaine récolte sera la dernière. Pour aggraver les choses, l'approvisionnement en eau s'épuise. Nous avons le choix entre arroser les cultures ou nourrir les gens. Nous ne pouvons pas faire les deux. L'infrastructure énergétique s'effondre avec des coupures de courant tournantes. Cela signifie que les purificateurs d'eau et les stations de traitement ne peuvent pas fonctionner assez longtemps pour faire leur travail. Les générateurs électriques y sont presque à court de carburant. Nous avons suffisamment d'électricité pour tenir peut-être un mois, et seulement si nous fermons tout sauf les hôpitaux et les pompes à eau. Le rationnement est hors de contrôle. Des familles entières meurent de faim avec un repas tous les 2 jours, qu'elles soient riches ou pauvres. Dans certains cas, des familles ont été forcées de recueillir des orphelins parce que les parents sont morts de faim, nourrissant leurs enfants plutôt qu'eux-mêmes. Pas d'émeute, mais cela ne durera pas longtemps, une fois les provisions épuisées. Nous avons 6 mois de nourriture. Si nous ne mangeons qu'une fois par semaine, peut-être. Ensuite, après cela. J'ai secoué la tête à l'implication et j'ai continué à parcourir les datalates. Quelque chose. N'importe quoi. Il doit y avoir quelque chose que nous pourrions faire. J'ai essayé de réfléchir un peu. Je me suis levé du bureau et j'ai regardé par la fenêtre. Mon visage s'est tourné vers un désespoir encore plus grand lorsque j'ai vu l'herbe morte, sa couleur bleue, remplacée par du brun et du rouge. Les arbres mouraient lentement maintenant. Même au plus fort du printemps, pas de fleurs, pas de feuilles, juste du brun et du gris. Je suis retourné à mon siège et suis retombé dans le désespoir. J'ai essayé de réfléchir. Les hommes devant moi ont commencé à échanger des coups de poing et des insultes. Les reproches ont commencé à fuser et les tempéraments se sont enflammés. Juste à ce moment-là, un des soldats a fait irruption. Hautement irrégulier, mais il était agité. Ses grands yeux étaient plus expressifs que d'habitude. Il a fait irruption dans la pièce et s'est immédiatement dirigé vers moi, ignorant les saluts et révérences habituels. Il a frappé ses mains sur la table, me secouant de mon désespoir concentré. Puis, de la voix la plus forte qu'il pouvait rassembler, il a crié « Aliens !» Ah ! Tout le monde s'est soudainement arrêté et l'a regardé, perplexe. Il a jeté un ensemble de papiers sur la table. C'était une série d'images. Au début, c'était granuleux. Je ne pouvais distinguer que divers points et formes. L'image suivante montrait qu'il se rapprochait. Je pouvais voir des bords dentelés, des contours lisses, et pouvais estimer les tailles. L'image suivante révélait des détails comme des insignes et des plaques d'armure, des canons, des armes, la douce lueur d'un bouclier. Je les regardais. Ces photos ont été prises de par l'ancienne sonde courrier qui a été lancée il y a 10 ans.
Elles viennent de passer par Cordos, l'observatoire Colo-Noir peut les voir. J'ai regardé la dernière photo de la série. Il y en avait des milliers, tous lourdement armés, très lourdement armés. L'un d'eux pourrait affronter des pelotons entiers d'hommes. Et il y en avait des milliers. Oh Dieu, et maintenant quoi? Que faisons-nous? Comme si les choses d'Onetemo n'est pas déjà assez mauvaises, a dit l'amiral Holto, se concentrant maintenant moins sur l'étranglement du général Faltax. Quel est le temps estimé d'arrivée? Combien de temps avons-nous pour nous préparer? A demandé le commandant de terrain Relen en regardant les photos. Nous avons 10 minutes avant qu'ils n'atteignent l'orbite. Probablement moins, a dit le soldat. Insignes étranges, coloration brune et verte. Quelle force militaire très étrange. Je peux voir qu'ils sont lourdement armés, mais le schéma de couleur semble étrange, a dit le secrétaire à l'agriculture. C'est ça qui te préoccupe? La peinture? Regarde la taille de ces canons. Taisez-vous, ai-je crié. Le groupe s'est rapidement précipité pour retourner à leur siège. J'ai attendu qu'ils soient tous silencieux et pleinement attentifs. Je me fiche que les récoltes échouent, Gant. Je me fiche que les eaux soient inutiles. C'est ma planète, mon foyer, et je la défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Si nos derniers moments sur cette boule de roche consistent à mourir sous une pluie de feu plasma, alors qu'il en soit ainsi. Préparez nos défensés. Les dirigeants de notre nation ont rassemblé leur intellect et leur force plus rapidement que je ne pouvais l'imaginer, et ont commencé à planifier les défenses. Et bien sûr, en quelques minutes, la panique a saisi le monde, alors que la confirmation apparaissait dans le ciel. En quelques heures, nous étions sous terre dans des bunkers sécurisés, dans des centres de commandement. Les civils étaient dans leur sous-sol, disant leurs derniers adieux, et les soldats s'étaient rassemblés pour prendre les armes. Je me suis assis autour de la table de conférence avec les autres dirigeants, et nous échangions des idées alors que les rapports commençaient à arriver. Des nouvelles? Ont-ils atterri? Plusieurs rapports d'unités atterrissant dans les régions polaires. Les éclaireurs rapportent que certains vaisseaux sont des marcheurs. Conception hexapode avec de grandes têtes. Nous ne pouvons pas dire s'ils sont armés ou non. Ils ressemblent à des engins de sondage, a dit l'amiral Soranis. Les plus grands vaisseaux semblent être de véritables vaisseaux spatiaux. L'un a atterri dans l'océan et a commencé à faire quelque chose. Les 5 autres vaisseaux sont restés en orbite. Nous avons environ 600 de ces machines hexapodes et 200 machines quadrupèdes qui commencent à atterrir à travers la planète maintenant. Nous avons des rapports des empires Catani et Gardanti aussi, a dit le secrétaire à la Défense ensuite, pointant des emplacements sur la surface de la planète. Cela n'a aucun sens, ai-je dit, regardant attentivement les renseignements. Cela n'a aucun sens d'un point de vue militaire. Vous voyez, ils forment un motif hexagonal étrange. 200 kilomètres les séparent. Que font-ils? Peut-être qu'une stratégie militaire n'est pas nécessaire. Regardez, ils sont lourdement blindés, et regardez les canons sur celui-là. Ils n'ont pas besoin de tactique quand vous avez ce genre de force écrasante, a souligné l'amiral Soranis en montrant plusieurs photos des machines les plus complexes. C'est peut-être le cas, mais regardez, qu'est-ce que c'est? Je peux voir 3 classes distinctes de machines. Que font-elles? La plus petite semble être une sorte d'unité de défense. La taille moyenne semble être une unité de forage de quelque sorte. Les plus grandes ne bougent pas de cette position, et qu'est-ce que c'est que ce truc sur le dessus? Une sorte de réseau d'émetteurs? Cela ne me semble pas militaire, ai-je demandé, soulignant diverses anomalies. Nous recevons une sorte d'interférence dans nos communications radio. Ils interfèrent définitivement avec nos communications donc. C'est une action militaire. Le signal est étrange cependant. C'est une série de bips courts et longs, et rien d'autre. Nous pouvons le filtrer et communiquer, mais quand même, a parlé le secrétaire ensuite, éteignant son filtre radio pour que nous puissions écouter. Cela n'a aucun sens. Ils sont ici depuis 2 heures maintenant. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué?
Et que fait ce vaisseau dans l'océan? Ma flotte vient de me dire qu'il est entré dans le vortex de déchets de l'océan crânien. On dirait qu'il consomme des déchets, a dit l'amiral Soranis en montrant une courte vidéo du vaisseau, utilisant sa masse pour aspirer les déchets. Nous avons des rapports de plus de vaisseaux spatiaux entrant dans le système, suivis de plus de ces marcheurs. Des milliers. Ils seront en orbite dans quelques heures. Mais ce sont toujours les mêmes. Des engins plus petits, armés escortant des unités de forage de taille moyenne. Les plus grands hexapodes semblent avoir soit un armement limité, soit pas d'armement du tout. Si c'est une invasion, c'est une mauvaise invasion, a souligné le secrétaire à la Défense en montrant quelques incohérences. Comme je l'ai dit, une force écrasante. Ils n'ont pas besoin de tactique quand vous avez ce genre de technologie, avec ce genre de puissance. Peut-être que c'est une stratégie médiocre, mais pensez-vous qu'ils ont besoin de s'en soucier, a parlé l'amiral Soranis, recevant des regards de côté des autres. Dehors, c'était un mélange d'ordre et de chaos. Les civils couraient donc partout, en essayant de sécuriser leurs familles, tandis que les soldats les guidaient soigneusement pour éviter le chaos. Les quelques véhicules que nous avions encore en fonctionnement bourdonnaient aussi prudemment que possible pour que nous puissions économiser le peu de carburant qu'il nous restait. Le fait que les machines soient assez grandes pour être vues au loin n'aidait pas à calmer tout le monde. Les machines elles-mêmes, à part le cliquetis et le grincement, alors qu'elles piétinaient dans le sol, émettaient aléatoirement des bruits électroniques étranges et des cris forts qui résonnaient sur des centaines de kilomètres dans le désert. Les sons des moteurs de fusées et des propulseurs de vaisseaux spatiaux secouaient également l'atmosphère, créant une panique encore plus grande. Quelque chose ne va pas ici. Ai-je parlé par-dessus le bruit de la station de commandement? Pourquoi leur logo est-il un arbre de dessin animé? Ai-je pointé une photo en gros plan de la plus grande machine qui était la plus proche de nous? En évidence sur les côtés de la tête de la machine, se trouvait une image qui ressemblait à un cercle entourant un arbre de dessin animé. Recevant de nouveaux rapports, monsieur, de nouvelles machines ont atterri. Elles se posent près des villes. Les lumières ont vacillé et le sol a tremblé alors que nous sentions les énormes machines atterrir au-dessus de nous, suivis par les cris étouffés de ceux qui en ont été témoins et ont immédiatement commencé à paniquer. Nous avons commencé à entendre le bruit désespéré des tirs d'armes à feu, alors que des citoyens et des soldats paniqués commençaient à ouvrir le feu. Les rapports ont commencé à affluer sur les machines touchées par nos armes, et nos tirs ne faisaient rien, pas même une égratignure sur la peinture. Les quelques de véhicules que nous avions ont commencé à tirer les quelques obus que nous avions en stock, seulement pour que les obus se désintègrent, sans dommage contre les boucliers de la machine. Je me suis levé de mon siège et me suis dirigé vers la porte. « Monsieur, que faites-vous, bon sang ?» Mon commandant a crié en essayant de m'arrêter. « Ce sont mes gens !» ai-je crié, surprenant mes collègues. Un moment de silence choqué a suivi. « Regardez autour de vous. Nos réserves alimentaires seront complètement épuisées d'ici l'année prochaine. Notre approvisionnement en eau est contaminé à un point tel que nous n'avons pas d'avenir de toute façon. Et regardez cette merde. Regardez-la. La planète est déjà morte. Nous le savons déjà. » Tout le monde a baissé la tête de tristesse et de honte. Notre avenir entier consiste maintenant en quelques individus riches et puissants, accumulant les dernières de ressources restantes et se cachant dans des bunkers jusqu'à ce que finalement le pool génétique devienne assez mince pour les stériliser ou que les provisions s'épuisent. Sinon, ils seront dévorés par les quelques personnes désespérées qui restent encore. Je refuse de faire partie de ce monde. J'ai été élu pour servir cette nation. J'ai consacré toute ma vie d'amener au service. Si ce monde doit mourir, alors je jure que je mourrai avec lui. J'ai écarté mes subordonnés et suis sorti par la porte. J'ai marché la tête haute à travers le couloir renforcé d'acier où j'ai finalement rencontré mon peuple. Des mères et des enfants, en pleurs, blottis dans les coins,
et contre les murs, se recroquevillant face au bruit de cliquetis et aux tirs d'armes à feu. Les quelques hommes trop affamés ou affaiblis pour se battre étaient avec eux, tenant leur famille. Je leur ai souri de mon mieux en sortant. « Cessez le feu !» J'ai dit « Cessez le feu, bon sang !» Le sergent de service criait dans ses communications, essayant de rallier ses hommes et d'arrêter la panique. Certains hommes l'ignoraient et continuaient à dépenser inutilement des munitions que nous n'avions pas. Il a beau attraper plusieurs soldats bolis paniqués et leur a donné une claque en plein visage, leur arrachant leurs armes et les asseyant, essayant de les calmer. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était juste, là, nous regardant, une bête massive de métal lourd de la taille d'un immeuble de 20 étages, 6 pattes bulbeuses avec d'énormes griffes pour pieds, qui s'enfonçaient dans le sol. Montée sur le dessus, presque comme un crabe, se trouvait une énorme tête avec des protubérances pointues en sortant, une combinaison d'antennes et de plaques d'armure lourdes. Les plaques semblaient arrangées juste ainsi, donnant à la machine une sorte de visage avec 2 grandes bandes rouges servant de yeux. Je l'ai regardé fixement, j'ai ouvert mes bras et j'ai crié « Faites de votre pire. Vous m'entendez, machine? Ah! Nous avons enduré des menaces plus grandes que vous. Oh! Nous endurerons toujours. Faites de votre pire. » J'ai reçu un cri de soutien et d'enthousiasme de mes conseillers, suivi de nous tous préparant nos armes pour un dernier combat. La machine a bougé, inclinant sa tête vers le bas et en avant, me regardant directement. Elle a parlé en parfait éridien, sa voix résonnant dans la région sur des kilomètres. Comme vous le souhaitez. Son visage a changé pour un vert vif, et elle a commencé à émettre d'énormes quantités d'énergie. J'ai fermé les yeux, d'autres ont suivi mon exemple, et nous nous sommes de préparer à la fin. Elle n'est jamais venue. Préparation de la recalibration planétaire en cours. Chaque machine à travers la planète a parlé en parfaite synchronisation, leur voix résonnant à travers d'innombrables kilomètres, des océans toxiques vides et des déserts ouverts. Je suis resté silencieux et immobile, comme si j'attendais que la mort m'emporte dans l'oubli. Rien ne s'est passé. Système de filtration toxique activé. Système de refactorisation du carbone activé. Chargement du vecteur de libération principal. J'ai ouvert un œil timidement, trichant la mort qui m'avait apparemment été promise. La seule chose que j'ai vue était la machine géante engloutie par une masse de particules d'énergie verte et bleue. Opération de clonage génétique prête. Système de réensemencement de la faune opérationnelle. Quoi? Clonage? Réensemencement de la faune? Filtration toxique? Que faisaient ces machines? Mes bras se sont fatigués et sont tombés à mes côtés. J'ai regardé autour de moi. La plupart avaient abandonné comme moi et regardaient simplement autour pour voir ce qui se passait. Préparation de la recalibration planétaire terminée. Tout le monde était abasourdi, incapable de répondre, et restait là. Ayant entendu les mots des machines et l'absence de tir, les familles et les enfants ont filtré hors du bunker et se sont tenus pour regarder. Système actif. L'énergie s'est rassemblée et a été projetée vers le ciel comme un pilier de lumière menant aux cieux. La planète entière a été instantanément enveloppée dans un bouclier de vert et de bleu alors que l'énergie se dispersait. Bouclier de pression atmosphérique à son maximum. Refactorisation du champ gravitationnel complète. Pendant une fraction de seconde, nous nous sommes sentis un peu plus légers, puis un peu plus lourds, puis de nouveau normaux. Procédure de recalibration commencée. Témoin 31 minutes avant la fin. Veuillez patienter. Le monde autour de nous a commencé à changer et à se transformer. La zone immédiatement entourant la machine a flétri ce qui restait de vie dans le sol avec une sorte de choc statique, puis une bulle d'énergie verte et bleue a commencé à rayonner autour d'elle. Lorsque la bulle a touché le sol, la vie est apparue, instantanément. L'herbe bleue si familière de notre planète, une herbe que je n'avais pas vue depuis plus d'une décennie, a commencé à pousser avec une force furieuse alors que des mois de croissance se produisaient en quelques secondes.
Les arbres de la forêt environnante ont retrouvé leurs feuilles aux teintes violettes et leurs troncs brun-gris, l'horizon entier disparaissant soudainement derrière une forêt de feuillage et de nature magnifique. La terre et le sable sous nos pieds ont disparu sous un épais tapis d'herbe. C'est à ce moment-là que j'ai capturé le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu. Les montagnes superposées en arrière-plan, une couverture de neige fraîchement tombée, recouvrant le sommet avec les premiers de nuages de tempête vus depuis plus de 10 ans, se rapprochant lentement à l'horizon. La lumière du soleil maintenant de pourpre et d'or brillant à travers les branches des arbres, saturant le monde d'une belle lueur douce, un mélange d'or et de pourpre. Les nuages de tempête à l'horizon se rassemblaient de plus en plus près, et le grondement tonitruant de la pluie approchante pouvait être entendu au-dessus du bruit des machines. La pluie, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu les enfants avec la peur sur leur visage. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de pluie ou de tempête, alors ils serraient dès maintenant les mains de leurs parents, s'accrochant à eux pour se sentir en sécurité. La lumière du soleil a disparu et l'obscurité a été maintenue à distance uniquement par la douce lumière de l'énergie de la machine. Une vague de célébration et d'allégresse nous a tous submergés, alors que les premières gouttes de pluie ressenties en 10 ans ont commencé à toucher le sol. Comme si nous étions submergés par une force étrange, nous avons tous commencé à danser sous la pluie. Des bras agités et des pieds largement tapants ont commencé à rejoindre le cœur de l'eau fraîche, tombant du ciel, baignant à la fois nous et le sol d'une eau vivifiante. Nous nous sommes oubliés pendant les quelques heures suivantes et avons simplement dansé toute la nuit jusqu'à ce que nous soyons trop mouillés ou fatigués et que nous nous retirions dans nos bunkers ou nos maisons pour dormir. Pendant que nous dormions, les machines continuaient dans leur travail. Le matin, je me suis réveillé et suis sorti. À peine quelques instants plus tard, j'ai entendu un son que je n'avais pas entendu depuis 40 ans. Le cri territorial fort d'un Swallowtail Squall. J'ai regardé, et en effet, il était là, son long bec angulaire, me saluant alors qu'il battait ses ailes de cuir de manière défensive. La machine se tenait toujours en silence à proximité, ses champs d'énergie dissipés. Maintenant, la seule chose entendue était le doux bourdonnement des beaux sons de la nature. Des bruits que je pensais ne plus jamais entendre ont rempli mon esprit. Et pour la première fois, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai pris une longue et profonde inspiration, de l'air le plus frais et le plus doux que j'ai jamais eu. Lentement, alors que les autres personnes se réveillaient et me rejoignaient, j'ai marché autour, et pour la première fois depuis. Toujours, j'ai enlevé mes chaussures et ressenti la belle douceur de l'herbe bleue sous mes pieds. Quelques heures après le matin, la machine nous a tous surpris en se remettant en mouvement. Elle a piétiné le sol et nous a regardés droit dans les yeux. Sa voix a retenti à travers les beaux cieux, et tout le monde, partout, pouvait l'entendre sur des kilomètres. Même ceux sous terre pouvaient encore l'entendre. « Nous sommes l'humanité. Vous n'êtes plus seuls. Écoutez bien. Les procédures de terraformation que nous venons de terminer ne sont rien de plus qu'une mesure pour vous faire gagner du temps. La biosphère de cette planète est trop instable. Elle mourra éventuellement, que vous le vouliez ou non. Concentrez vos efforts maintenant sur l'accès à l'espace et la colonisation d'autres mondes. Vous avez été approvisionnés en carburant, en technologie, en équipement et en suffisamment de nourriture pour vous donner une chance que nous n'avons jamais eue. Ne la gaspillez pas. Nous vous attendrons. Les machines ont commencé à se soulever dans les airs et à quitter la planète, et en quelques minutes, nous étions de nouveau seuls. J'ai pris une longue et profonde inspiration une fois de plus, alors que nous faisions signe à nos sauveurs au revoir. Le chaos a recommencé, alors que les commandants et les officiers commençaient à aboyer des ordres et à sécuriser les fournitures laissées par les machines humaines. Moteurs à hydrogène, plans de turbines éoliennes, unités de filtration d'eau et réacteurs à hydrofusion.
Tout dépendait de nous à ce stade. Une technologie dont nous ne pouvions que rêver était à portée de main. Nous arrivons, humanité. Nous vous devons une bière,